Donc c'est reparti. Je ne sais pas si ça a coupé ou pas, j'ai l'impression que ma vidéo a coupé. Bref, tant pis, elle sera en 2 fois. Hein. Donc je disais que mon fils avait, donc on a découvert la dysphasie de mon fils, qu'il avait des troubles du langage et que rien n'arrivait par hasard dans la vie, puisqu'à cette période de ma vie, j'ai décidé de quitter le, le social dans lequel j'étais pour me former, pour être monitrice éducatrice et m'orienter dans le handicap. Chose que j'ai fait, et lors de mon entretien avec la psychologue, elle me dit c'est bien, vous avez plein d'expériences, madame, mais vous n'avez pas d'expérience dans le monde du handicap. Et ce serait bien que vous ayez une expérience dans ce domaine-là, donc revenez l'année prochaine. Bon, d'accord. Donc je me mets en recherche d'une expérience, d'un stage dans le domaine du handicap. Et puis je trouve, j'ai une directrice qui m'appelle, qui me dit j'ai un remplacement à faire de 15 jours, est-ce que ça vous intéresse toujours? Vous m'aviez écrit, est-ce que ça vous intéresse? Je dis bien sûr que ça m'intéresse, j'arrive. Donc je suis rentrée pour un remplacement, oups, oh, mes luminaires. Je suis rentrée pour un remplacement de 15 jours en tant que monitrice d'atelier dans un ESAT. Et je suis restée. J'y suis toujours. Donc, finalement, je n'ai pas passé mon concours de monitrice éducatrice, mais je suis restée monitrice d'atelier pendant 10 ans. Donc, monitrice d'atelier dans un ESAT, donc ça consiste à encadrer des travailleurs handicapés dans la production. Et j'ai passé 10 années fantastiques auprès de cette population. Mais du coup, quand je dis que les choses n'arrivent pas par hasard, donc je suis rentrée dans le monde du handicap. Donc j'ai appris ce que c'était que le monde du handicap. Et du coup, ça m'a permis d'avoir les connaissances nécessaires pour accompagner mon fils, qui avait besoin d'un enseignement adapté. Donc il a fallu le faire, l'orienter dans ce qu'on appelle une ULIS, une unité d'insertion spécifique, TSL, trouble spécifique du langage. Il n'y en a qu'une en Savoie, à l'époque. Il n'y en avait qu'une. Et les places sont chères. Elles étaient à l'époque, mais elles le sont encore aujourd'hui. Elles sont très chères pour entrer dans ce type de structure. Du coup, le fait de travailler dans le monde du handicap, ça m'a aidé à m'orienter, à faire les dossiers rapidement et à m'orienter auprès des bonnes personnes. Du coup, tout ça, c'est des soucis. C'est énormément de soucis parce que moi, ça a été qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour cet enfant, pour l'accompagner au mieux, pour qu'il se construise et l'emmener à l'âge adulte. Parce que le but, c'est d'emmener vos enfants à l'âge adulte, qu'ils se construisent et qu'après puissent vivre leur vie à leur tour. Hein. Rencontrer quelqu'un, se marier, avoir des enfants, enfin bref, voilà quoi. Du coup, c'est beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Et ça m'a demandé, quand je dis que je me suis mis 25 ans de côté pour m'occuper de mes enfants, c'est vraiment le cas. J'ai dû tout mettre entre parenthèses pour pouvoir être disponible, parce que du fait qu'il était dysphasique, il avait aussi, il a été diagnostiqué aussi avec des troubles de l'attention et une hyperactivité. Du coup, c'était un enfant plein d'énergie qui vous use. Voilà, il rentrait le soir, il tournait autour de la table, 30 fois autour de la table, il sautait sur les canapés, il ne tenait pas en place. C'est difficile. Ça a été difficile. Il a fallu l'emmener au centre du langage, l'orthophoniste 2 fois par semaine, l'orthoptiste. Il était suivi aussi à Grenoble au centre
enfin, il y a un centre spécifique à l'hôpital de Grenoble qui accompagne ces enfants avec des troubles de l'attention, des troubles du comportement. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de disponibilité. Il fallait l'accompagner au centre du langage, à Cognin. Enfin, c'est un accompagnement qui est énorme. Et puis à côté de ça, je voulais pas arrêter de travailler parce que on se dit on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Il faut que je garde un pied dans le milieu professionnel. Et mon Dieu que j'ai eu raison. Aujourd'hui, je me dis mais mon Dieu que j'ai eu raison. Donc vous travaillez à mi-temps et le peu de temps que vous avez à côté, ben, c'est beaucoup d'énergie pour accompagner vos enfants. Du coup, tout ça, ça bouffe. C'est beaucoup de soucis et ça bouffe et vous prenez du poids. Parce que moi, ben, pour compenser tout ce mal-être, tous ces soucis, ben, j'ai mangé. Voilà, c'est comme ça que j'ai compensé. Voilà, et puis les années passent, et puis il a fini par tirer son épingle du jeu parce que tout avait été mis en place rapidement. Et aujourd'hui, il est adulte, voilà, même il a toujours beaucoup d'énergie, ses troubles de l'attention s'estompent avec l'âge voilà, il a réussi à aller jusqu'en première. Euh, donc voilà, il a pu quand même suivre un cursus scolaire, même s'il a été adapté, il a pu le suivre. Donc c'est une certaine satisfaction. Mais bah, entre-temps, il y a cette prise de poids, forcément. Et puis tous les soucis qui viennent se greffer dans une vie, voilà, hein, la santé, les décès, tout ce que vous voulez, quoi. Hein. Je ne suis pas à part des autres, hein. Loin de là. Voilà, donc prise de poids, prise de poids, prise de poids, puis jusqu'au jour où vous dites, bon ben là, il y a tout qui part en vrille, quoi. Parce que vous arrivez à 50 ans et que le corps, je pense que les 50 ans, c'est un cap. Et que le corps change et là, vous dites, bon ben je vais au-devant de quelques soucis de santé, là, il faut que je me prenne en main, les enfants sont grands, je vais pouvoir m'occuper de moi. Et voilà, tout simplement. Donc les gens souvent vous jugent quand ils vous regardent dans la rue parce que évidemment quand on est obèse, on est regardé et jugé tout le temps. Et eux ils voient qu'une chose, c'est que vous bouffez. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Euh, donc forcément dès que vous avez quelque chose dans la main qui ressemble à de la nourriture, bah forcément on vous juge en disant regarde-moi là, celle-là elle bouffe alors qu'elle ne devrait pas, quoi. Euh, alors, j'ai eu droit à ce type de réflexion hein, au travail, partout, hein, en disant tu devrais pas manger ça, ça va grossir. Donc, voilà, ou fais attention à ce que tu manges trop. Euh, donc, en fait, quand on est obèse, il faut qu'on s'arrête de vivre, quoi, on dérange. L'obésité dérange dans notre société. Elle dérange parce qu'on ne rentre pas dans le moule. On est forcément moche quand on est obèse. Et, euh, et on dérange. On dérange. Et aujourd'hui, quand vous cherchez un boulot et que vous êtes obèse, c'est compliqué. Moi, je l'ai vécu, surtout en tant que femme. Parce qu'en tant que femme, je ne sais pas, on doit être belle, sûrement, aux yeux de certains hommes, certains employeurs. On représente la société et on doit être, je ne sais pas, on doit avoir un minimum de beauté. Je ne sais pas sous quels critères ils recherchent exactement, mais moi, j'ai été confrontée à ça. Je ne rentrais pas dans les clous, surtout dans le domaine du secrétariat. Euh, voilà, je sais pas, on n'est pas joli. Je sais pas comment expliquer ça, mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Donc, à la fin, bah, vous baissez les bras. Vous baissez les bras en disant, bon, ben, je vais pas retrouver de boulot parce que je suis grosse et que je rentre pas dans le moule, dans le cadre. Et aucun employeur voudra de moi. Mais c'est une réalité. On a beau dire c'est discriminatoire, c'est ci, c'est là. Ouais, peut-être, mais c'est la réalité de la société aujourd'hui. Euh, donc voilà. Moi, j'ai été confrontée à ce problème. Heureusement, c'est vrai que dans le milieu du handicap, il n'y a pas ce jugement.
On vous recrute pour vos qualités, pas pour votre physique. En tout cas, là où je travaille, je précise parce que c'est vraiment le cas. Voilà, du coup, on en arrive ben, là où j'en étais. Hein. Mais moi, ce qui m'a fait vraiment le déclic, même si j'avais toujours dit que je me ferais opérer, ça a été ma santé. J'ai commencé à avoir des petits soucis quand même. Donc, et puis, on vous parle de prédiabète, on vous parle de toutes ces cochonneries, parce que le diabète, c'est vraiment une saloperie. Hein. Et j'avais pas envie de ça. Donc, comme je m'étais toujours dit que je me ferais opérer, je me suis dit, ben, là, c'est le moment. C'est le moment. Et on ne fait pas des rencontres par hasard, j'en reviens toujours à ça, parce que on a eu un accident de voiture. Moi, comment j'en suis arrivée là? On a eu un accident de voiture assez important, on s'en est bien sorti. Une personne ivre nous est rentrée dedans. Et donc, problème avec l'assurance, évidemment, qui ne veut pas indemniser. Donc, vous prenez des avocats et puis vous allez d'expert en expert. Et un jour, on va chez notre expert, enfin un nouvel expert qu'on nous avait conseillé. Et lors de cette visite, il me dit, mais madame, vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Vous êtes en surpoids, vous arrivez à 50 ans, vous allez au-devant de gros soucis de santé. Vous ne pouvez pas rester comme ça, madame, c'est pas possible. Elle me dit, mais votre médecin traitant vous a jamais conseillé d'aller voir un endocrino? Je dis, ben non, j'en ai parlé plusieurs fois, je suis pas bien. En plus, ces dernières années, j'ai l'impression qu'on m'injecte de l'air tous les jours, qu'on me fait une piqûre d'air. Je suis toute gonflée, toute bouffie. Je me sens vraiment pas bien, mais non, on m'a jamais on m'a jamais adressé à qui que ce soit. Il me dit, bah écoutez, allez voir ce médecin, elle est endocrino à Chambéry, et je pense elle va vous diriger vers les bonnes personnes, mais s'il vous plaît, il me dit, allez la voir. Donc j'ai trouvé ce médecin tip top, et je me suis dit, bah, je vais y aller. Au point où j'en suis, je vais y aller. Donc j'ai pris rendez-vous avec cet endocrino, et je l'ai rencontré. Et là, pareil, elle me tient le même discours. Elle me dit, mais vous ne pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible, il faut. Elle me dit, avec le nouvel hôpital, il y a un nouveau service qui s'est créé qui s'appelle le Jérôme, et qui prennent en charge l'obésité. Elle me dit, je travaille avec l'endocrino qui chapeaute ce service, et je vais vous adresser à cette personne. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai atterri au Jérôme à Chambéry. Donc, un an d'attente. Donc, il a fallu que je patiente un an quand même. Et puis, au bout d'un an, je rencontre cet endocrino, donc qui chapeaute le Jérôme. Et là, dans l'échange, elle me dit, elle me conseille quand même de me faire suivre par une diététicienne. Et puis, de faire le point dans 6 mois. Résultat, j'ai été suivie un an par la diététicienne, et j'ai perdu 0 kg. Pourtant, j'ai vraiment tout suivi à la lettre. Hein. Et du coup, elle me dit, bah, je vous fais rentrer dans le parcours. Donc, on programme le parcours. Donc, j'entame le parcours, je fais le parcours. Et puis voilà, c'est parti. Donc, entre le moment où j'ai rencontré cet expert et l'intervention, il s'est passé 3 ans. 3 ans. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, si vous êtes dans cette chemin, faites les démarches, faites tout ce qu'il y a à faire, parce que ça prend du temps, il y a du monde. En plus, avec ce Covid, ça a pris un retard monstrueux. Donc, prenez rendez-vous, faites ce qu'il y a à faire. Après, vous avez tout le temps, une fois que la décision est prise, que les médecins ont validé l'autorisation de vous faire opérer, vous avez tout le temps de dire non si vous ne voulez pas le faire. Personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Vous avez votre propre libre arbitre. Ouh, je bégaye. Donc, c'est ce que je dis quand j'ai des personnes autour de moi qui me demandent des renseignements. J'ai dit, mais faites les démarches, allez-y, faites, même si vous n'êtes pas sûr. Déjà, ça vous permettra de faire des échanges avec les médecins, de mieux comprendre ce que c'est, parce que
Ah oui, mais il y a un tel qui s'est fait opérer, ça s'est passé comme ça, puis l'autre, elle a eu ça et ça me fait peur. Mais arrêtez de vous focaliser sur ce que vous dit Pierre-Paul Jacques. Allez-vous, faites vos démarches, allez-vous échanger avec les médecins, allez poser vos questions et faites-vous votre opinion. Ne tenez pas compte de celui des autres, faites-vous votre propre opinion. Et du coup, vous avez tout le temps, vous avez le choix de dire non finalement, je ne veux pas le faire, j'ai peur, mais en tout cas, ça vous permet un échange. Voilà. Moi, j'ai eu l'autorisation en juin, fin juin, fin juin 2019. Tous ceux du parcours qui l'ont fait avec moi, ils se sont tous fait opérer dans la foulée, hein, entre juillet, août, septembre, octobre, ils ont tous été opérés. Et moi, j'ai pris plus de 6 mois pour me décider, parce que j'étais pas prête et j'avais encore peur. Et puis, quand j'ai vu que c'était fait opérer, que ça se passait bien, j'ai dit, bah ouais, j'y vais. J'y vais, en fait, Mireille, t'as pas lieu d'avoir peur, ça s'est bien passé pour tout le monde. Il n'y a pas de raison. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai rencontré mon chirurgien. Évidemment, j'avais tout programmé, rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Et heureusement, rien n'arrive par hasard, je le redis. Merci mon premier chirurgien de m'avoir dit non, non, je ne peux pas vous opérer. J'avais décidé de me faire opérer en mars. Il me dit, je ne peux pas vous opérer là, je suis en congé, donc ce sera le 10 février ou après ce sera reporté en avril. Ah, je dis non, non, moi là je suis décidée, il n'est pas question d'attendre, ce sera le 10 février. Heureusement, autrement j'aurais pas pu être opérée. Donc merci. Et du coup, voilà, je me suis faite opérer en me disant, bon, tout va bien se passer. Et puis voilà, et puis j'ai eu que des complications, que des emmerdes. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Donc finalement, j'ai attendu parce que j'avais les trouilles. Et puis une fois que ça s'est passé, ah, tout se passe bien, allez, j'y vais. Et puis voilà, moi je fais partie de... Donc ce qui doit arriver arrive et il faut arrêter de se poser trop de questions et penser à sa santé. Et puis finalement, il y a une équipe formidable à Chambéry et ils ne m'ont pas lâché, ils ont toujours été là, ils ont toujours répondu à toutes mes questions. Quand j'envoyais des mails, on me répondait. Quand ça allait pas, que j'appelais dans le quart d'heure qui suivait, j'avais un coup de fil. Voilà, tout était organisé derrière. Enfin, une super prise en charge, quoi. Et franchement, ils n'ont pas hésité à se rapprocher de grands centres de Marseille, Montpellier, Lille, pour avoir, pour être, voilà, pour dire qu'est-ce qu'on va faire de ce cas et comment on va solutionner le problème qui se présente à nous. Et voilà, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire et ils l'ont fait, ils ont été hyper professionnels et je ne peux que les en remercier parce que aujourd'hui je vais bien. Voilà. Et, euh, et mille merci à eux, mais mille merci à eux parce qu'aujourd'hui je retrouve une santé. Je vais bien, j'ai perdu du poids, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête. Merci, 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 merci. J'arrête pas de leur dire, mais merci, 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 quoi. Donc, je les ai, merci à mon endocrino, CBE. Je vais les appeler, j'ai fait des... J'aurais donné des surnoms pour pas dire non, parce que de toute façon, je sais pas si j'ai le droit de dire leur nom ou pas, et puis par respect pour eux aussi. Donc, CBE pour mon endocrino, on dirait un nom d'hamburger. C'est pas grave. Voilà, mais mille merci à mon premier chirurgien, Yann. J'appelle Yann, avec les initiales, ça fait Yann. Mille merci, mais qu'est-ce qu'il a été exceptionnel, exceptionnel. Merci au Dura pour le troisième chirurgien. Voilà, je les ai surnommés comme ça m'amuse et puis ça me permet de garder leur anonymat. Euh, voilà, mille merci à eux, ils ont été vraiment super. Voilà. Quelque part aussi, ils ont su un moment, même si ça a été difficile par moment, me secouer parce qu'on a tendance
des moments où les complications se cumulent et que vous n'en voyez pas le bout et que vous êtes échec sur échec, ils ont su un moment me secouer et ça a été, même si c'était dur à encaisser sur le moment, c'était nécessaire et je les en remercie vraiment. Merci à eux, merci à l'équipe du Jérôme et voilà, je conseille à tout le monde de faire ce parcours s'il peut y rentrer. Faites-le et voilà, vous ne fiez pas à ce qu'on vous dit autour, vraiment. Voilà, c'était un petit point sur comment on devient, comment on peut en arriver à devenir obèse et c'est tout un parcours de vie qui fait que vous en arrivez là. Et moi, ma grande question, c'était en fait, ok, on vous enlève un bout d'estomac pour la sleeve, mais puisque le système digestif est toujours en place, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas regrossir une fois qu'on a maigri, puisque a priori on a souvent, alors les hommes je sais pas, certainement c'est pareil, mais nous les femmes a priori on a souvent des dérèglements hormonaux. Et donc on nous a expliqué que dans l'estomac, il y a un concentré d'hormones qui fait que quand on les enlève, ça régule, le corps se régule. Donc ce qui explique le fait de cette perte de poids et qu'après les choses rentrent dans l'ordre. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que parce qu'on est opéré, il faut retomber dans ses travers. Il y a tout un travail aussi psy derrière à mettre en place et à maintenir. Il faut le maintenir dans le temps, tout ça. Parce que si vous ne faites pas ce suivi psy, vous retombez dans vos travers. Et moi, j'ai une amie qui s'est faite opérer et qui malheureusement ne perd plus de poids aujourd'hui. On souffre. Ça a fait un an qu'elle était. Ouais, ça a fait un an au mois d'octobre, je crois. Enfin, je sais plus. Et j'ai le sentiment qu'elle remange comme avant et qu'elle va vers une reprise de poids. Téléphone. Et c'est dommage parce que tout ce parcours, tous ces efforts pour pas obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, mince quoi, il faut pas, il faut vraiment ce suivi psy derrière qui est hyper important. Et si on sent qu'on va pas bien, il faut aller voir les médecins compétents pour nous accompagner et pas se laisser déprimer, se laisser envahir par je ne sais quelles angoisses ou problèmes dans la vie, quoi. Il faut battez-vous jusqu'au bout, quoi. Lâchez rien. Souvent, après les 2 ans, des personnes reprennent du poids, où il y a des poches qui se créent et du coup, il faut passer par un bypass. Enfin, c'est pas gagné. C'est pas parce qu'on est opéré que tout est gagné, que tout est résolu. Donc prenez soin de vous. Voilà, ne lâchez rien, soyez fort et prenez soin de vous. C'est votre priorité aujourd'hui et ça n'a pas de prix. J'arrête pas de le dire, mais la santé n'a pas de prix et notre bien-être n'a pas de prix. Et il faut penser à nous avant de penser aux autres. Voilà. Et pour pouvoir mieux s'occuper des autres aussi, parce que le fait de penser à nous, c'est pas forcément égoïste. C'est tout simplement que le fait de penser à nous, ça veut dire qu'on est bien et du coup qu'on est plus disponible pour les autres et qu'on peut mieux accompagner les gens qui sont autour de nous et qu'on aime. Voilà. Je pense que tout ça, c'était important que j'en parle. Je pense que j'ai encore plein de choses à dire comme ça et je ferai des petites vidéos un peu spontanément. Voilà, moi ce matin, ça m'a pris, je dis allez, j'ai un peu de temps, je fais cette vidéo. Je crois que c'est important qu'on parle de tout ça. Il y a plein de sujets abordés. Si vous en avez, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de faire des petites vidéos, répondre à toutes les questions. Je suis assez ouverte, donc n'hésitez pas si je peux vous apporter mon expérience et n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Bye bye.